Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la 3e édition du Printemps des Territoires. Vous êtes ici dans l'atelier économie sociale et solidaire, bâtir un avenir plus durable et plus juste. Et nous allons effectivement creuser ce sujet pendant une quinzaine de minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir nous adresser vos questions sur l'onglet Conversation de notre plateforme de streaming et nous les prendrons ensuite, après cet échange, pendant une dizaine de minutes. Nous allons avoir un sujet autour de cette économie donc, sociale et solidaire. Pour la Banque des Territoires, c'est une prise en compte globale de l'inclusion. On parle de l'inclusion numérique, on parle de l'inclusion dans l'emploi avec de la formation, on parle de l'inclusion de toute forme d'initiative solidaire grâce à des tiers-lieux par exemple, mais aussi l'inclusion des personnes âgées et l'inclusion par la transition alimentaire bien entendu. Aujourd'hui, cette économie sociale et solidaire s'intègre de façon très positive dans l'économie et dans les territoires et elle s'incarne dans ce que l'on appelle des entreprises à impact et ça on va vous expliquer tout de suite ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, ce nouveau positionnement, ce nouvel engagement des entreprises. Donc, ces entreprises à impact, elles cherchent à concilier en fait l'utilité sociale, la performance économique et la gouvernance ouverte. Pour le faire plus court, ces entreprises ne se contentent pas de générer des profits, mais s'assurent que l'impact de leur activité est responsable d'un point de vue économique, gouvernance et également environnemental et social. Pour démultiplier son action, la Banque des Territoires investit dans des fonds d'investissement, des fondations qui vont eux-mêmes investir dans des entreprises à impact. Et c'est le cas des deux invités qui représentent deux institutions qui vont témoigner et apporter un éclairage à ce thème sur l'économie sociale et solidaire. Alors à côté de moi, j'ai Aglaé Touchard-Le Drian. Aglaé, bonjour, bienvenue. Et à distance, j'ai Elisabeth Elkrief, donc de la Fondation Alpha Omega, qui nous a rejoint. Je voulais voir si je vous entendais bien. Vous m'entendez bien? Ça y est, je vous entends très bien. Bienvenue. Ma première question est pour vous, Aglaé. Alors, Raise, donc on a vu votre titre. Vous êtes, je vais quand même le rappeler, vous êtes directrice associée du fonds France 2I qui est géré par Raise Impact. Raise Impact est en charge de la gestion de ce fonds, France 2I, un fonds doté de 200 millions d'euros, soutenu initialement grâce à la Fondation de France, hein, c'est ça, et dédié à l'investissement dans des entreprises qui s'engagent elles-mêmes à bâtir un avenir plus durable et une société plus juste, d'où le titre de notre atelier, et plus solidaire. Qu'est-ce qu'un fonds à impact? Alors, un fonds à impact, c'est un fonds qui investit dans des entreprises qui ont l'intention de générer un impact environnemental et social positif au-delà du rendement financier et de mesurer cet impact. Et donc Raise Impact investit plus spécifiquement dans des entreprises justement qui ont vraiment la volonté de résoudre des problématiques environnementales et sociales à l'échelle et notamment sur les secteurs de la transition énergétique, de l'inclusion sociale, de l'économie circulaire ou de la transition agricole. Donc par rapport à un fonds d'investissement classique, c'est un fonds qui vraiment va aussi faire attention, prendre en compte la mesure de l'impact pour rendre tangible toute la trajectoire d'amélioration de l'entreprise et la création de valeur. Est-ce que, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà entendu ce discours-là en matière d'engagement RSE. Est-ce que ce n'est pas la RSE réinventée finalement? Responsabilité sociale et environnementale. Alors, la RSE et l'impact sont très liés, très complémentaires, mais l'impact va sans doute un peu plus loin dans le sens où il y a cette notion d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait vraiment l'intention de générer un impact positif au-delà de la simple prise en compte des facteurs environnementaux et sociaux. Et donc, c'est des business models innovants et en fait, on parle vraiment avec l'impact finalement de la notion de
transformation durable, c'est accompagner ce changement. Et il y a aussi une idée d'additionnalité, c'est-à-dire démontrer que l'entreprise va apporter une solution nouvelle par rapport à la situation existante. C'est ça, une sorte de création de valeurs différentes, c'est ça, l'additionnalité, ça serait ça? Tout à fait. D'accord. Comment est-ce que vous vous assurez, justement, vous parliez de ce positionnement clair et distinctif qui est l'idée de mesurer finalement les impacts d'une entreprise qui s'est engagée. Comment est-ce que vous les mesurez? Est-ce que ces impacts sont bien tenus? Comment on peut s'en assurer? Alors, chez Raise Impact, on s'est appuyé sur des cadres existants et on a créé une méthodologie de mesure et de management de l'impact qui se fonde sur les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mesurer la contribution des entreprises aux objectifs de développement durable de l'ONU dans un premier temps, et dans un deuxième temps de faire ce qu'on appelle du management de l'impact, c'est-à-dire d'essayer notamment d'aligner la rémunération par exemple des dirigeants que l'on accompagne à l'atteinte de critères extra-financiers, de mettre en place aussi dans l'entreprise des plans d'action environnementaux et sociaux, et de suivre tout cet impact de façon régulière lors de notre présence aux instances de gouvernance des entreprises à travers un reporting régulier. Et vis-à-vis des actionnaires qui nous intéressent, qui nous accompagnent, on fait un reporting régulier en essayant de consolider l'impact qui a été créé à l'échelle du fonds. Et de la même manière qu'on a essayé d'aligner la rémunération des entrepreneurs à l'atteinte de ces critères extra-financiers, l'équipe de gestion elle-même, Raise Impact, a aussi une part de sa rémunération qui est liée à l'atteinte de ces critères extra-financiers. Quel est le profil type de l'entreprise dans laquelle vous investissez? Alors, on investit dans des entreprises en croissance. On investit des tickets typiquement qui vont de 5 à 20 millions d'euros, donc sur des entreprises assez mûres. On a aussi une petite enveloppe qui nous permet d'investir dans des entreprises un peu plus jeunes. Le critère clé de nos investissements, ça reste l'intention, l'engagement du dirigeant. Et on investit notamment, pour être plus concrète aujourd'hui, dans 9 entreprises. Sur le secteur de la transition énergétique, par exemple, c'est une flotte de taxis à hydrogène. Sur le secteur de la transition agricole, par exemple, on investit dans une entreprise qui s'appelle M2I Life Sciences qui produit une alternative naturelle aux insecticides chimiques. Sur le secteur de l'économie circulaire, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Castelli qui produit des fontaines d'eau microfiltrées avec l'objectif justement de lutter contre la pollution des déchets en plastique. Et sur le secteur de la transition agricole, on a investi dans une entreprise sur l'aide aux services à domicile et notamment l'aide des personnes en situation de dépendance due à la vieillesse ou au handicap. Nous allons maintenant faire une transition vers Elisabeth. Vous m'entendez toujours, Elisabeth? Elisabeth Elgrief, c'est bon? Oui, et vous-même, vous m'entendez bien? Voilà, je vous entends parfaitement. Et pour démultiplier son action, on sait que la Banque des Territoires peut abandonner une fraction de rendement des fonds dans lesquels elle investit au profit d'une fondation, comme la vôtre par exemple, dont les actions se situent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est le cas d'Alpha Omega, l'association que vous présidez, Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, son objet? Oui, alors ce n'est pas une association, c'est une fondation. Ah alors, oui, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Donc notre fondation a pour mission la réussite éducative des jeunes issus de milieux modestes. Et j'insistais justement sur le terme fondation parce qu'en fait, nous n'agissons pas directement sur les jeunes issus de milieux modestes, mais en revanche, nous soutenons le développement de 7 associations majeures engagées dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et donc, c'est par le biais de ces 7 associations que nous accompagnons 320 000 jeunes et 55 000 enseignants. Les ressources de la Fondation proviennent de fonds de partage et on peut dire que la façon dont nous agissons, c'est que la Fondation Alpha Omega et son réseau apportent soutien financier, soutien stratégique et opérationnel indispensable aux associations pour qu'elles changent d'échelle et de ce fait pouvoir relancer l'ascenseur social. Alors, justement, vous soutenez un nombre limité, choisi d'associations. Quels sont vos critères de sélection et quelle est votre stratégie de soutien ? Alors nous avons 2 types de critères de sélection. Le premier, c'est pour répondre à la mission, c'est-à-dire la lutte
contre le décrochage scolaire. Donc nous avons décomposé le chemin éducatif des jeunes de la maternelle aux études supérieures et nous avons décomposé ce chemin en moments charnières de risque de décrochage scolaire. Et donc c'est à ces moments charnières que nous sélectionnons à chaque fois la meilleure association éducative capable d'apporter une solution complémentaire à celle de l'école et des parents, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est cette alliance éducative qui va permettre de résoudre le problème du décrochage scolaire. Et cette solution éducative doit être validée par la recherche ou la politique de la preuve. Et l'association doit être agréée par l'Éducation nationale. Alors, votre modèle est innovant dans le sens où vous ne vous contentez pas d'accompagner, vous aidez à monter en compétences aussi, c'est ça ? Absolument. C'est-à-dire qu'après, il y a la problématique du passage à l'échelle. C'est-à-dire notre modèle qu'on appelle en anglais la venture philanthropie, c'est qu'une fois qu'on a identifié cette association, il faut d'abord qu'elle ait une taille critique, puisque nous voulons que chacune, à chaque moment charnière, accompagne au moins 10 000 jeunes, qu'elle ait un budget d'au moins 1 million d'euros. Nous avons certaines associations qui ont jusqu'à 90 millions d'euros de budget, mais aussi qu'elle soit présente sur tout le territoire. Et notre problématique, c'est de pouvoir la faire passer à l'échelle. Donc une fois que tous ces critères sont remplis, nous évaluons son potentiel de croissance et nous décidons de l'accompagner vers le changement d'échelle pour massifier son action après des due diligence d'au moins 1 an. Et votre stratégie de soutien en termes d'investissement, elle s'ancre de quelle manière ? Donc notre stratégie de soutien, elle se traduit à la fois par des investissements financiers, mais aussi des investissements extra-financiers, c'est-à-dire un apport en compétences. Donc il faut comprendre que notre équipe de 10 personnes passe quasiment 100% de son temps dans les associations pour les aider à grandir, et nous mobilisons de la même façon un réseau financier autour de nous pour lorsque nous apportons un soutien financier, que notre réseau apporte aussi du soutien financier, et qu'à côté des équipes internes à la Fondation, un réseau de mécènes de compétences viennent aussi apporter des compétences. Ce qui veut dire que lorsque la Banque des Territoires met 1 euro dans les fonds d'investissement qui financent la Fondation, eh bien elle maximise son impact social, car cet euro investi se traduit par 4 euros d'impact social pour les associations. Donc un formidable effet de levier là dont vous parlez. Une fois que vous avez investi dans une association, c'est la même question que j'ai adressée tout à l'heure à Aglaé. Comment est-ce que vous vérifiez avez-vous des indicateurs pour vérifier que leur impact, enfin l'impact que vous recherchez est bien atteint ? Ah oui, absolument. Donc déjà, la méthodologie et la mesure d'impact fait partie des critères que je n'ai pas cités, que nous exigeons des associations pour les accompagner et les rentrer dans notre portefeuille. Par ailleurs, nous-mêmes, nous essayons de diagnostiquer et d'évaluer la progression des associations que nous accompagnons en différents termes. Le premier, c'est en termes d'impact social, c'est-à-dire de l'impact social que les associations ont sur les bénéficiaires finaux. Typiquement, combien de jeunes ont été accompagnés, combien de jeunes ont réussi, est-ce que le programme scolaire a eu 60-90% de taux de succès, etc. Mais ensuite, nous avons aussi d'autres types de mesures qui concernent les associations elles-mêmes, c'est-à-dire quel est leur niveau de croissance et quel est leur niveau de pérennité. Et ça, ce sont des indicateurs qualitatifs et quantitatifs issus du private equity, puisque la venture philanthropie est un dérivé philanthropique du private equity, ce qui veut dire que nous prenons en compte des indicateurs du champ social, mais aussi du business, et nous les mettons tous ensemble sous forme d'une boussole pour pouvoir présenter l'évolution sur les différents critères choisis des associations que nous accompagnons. Alors combien de temps vous les accompagnez, ces associations que vous avez soutenues ? Alors nos associations, comme je le disais tout à l'heure, elles accompagnent à peu près 10 000 jeunes à chaque moment charnière de risque de décrochage scolaire. Or la cible, c'est en général autour de 100 000 jeunes.
Donc, elles accompagnent déjà 10% de la cible, ce qui est énorme, hein. Vous avez vu les ordres de grandeur que l'on traite. Mais nous avons aujourd'hui un objectif de 50% de la cible, ce qui veut dire évidemment plusieurs années d'accompagnement et ce qui veut dire un travail en profondeur sur la structuration pour pouvoir d'abord être en capacité de massifier l'action de ces associations. Sur un exemple concret qui vous viendrait à l'esprit, une association que vous avez commencé à accompagner il y a 2, 3, 4 ans, elle en est où? Est-ce que vous avez un exemple déjà de durée? Même si je comprends que l'objectif est lointain à atteindre. Ah bah typiquement, on a plusieurs associations. Je dirais qu'aujourd'hui, la fondation a 10 ans. Donc les premières associations qui sont encore en portefeuille, ce sont Coup de pouce et La Fève, qui sont rentrées dans le portefeuille il y a 10 ans et 7 ans respectivement, et que nous allons continuer et que nous continuons d'accompagner. Et la dernière association qui est rentrée, les deux dernières qui sont rentrées dans le portefeuille, ce sont Synlab et Article 1, et elles sont rentrées il y a 2 ans dans le portefeuille de la Fondation. Donc aujourd'hui, il y a déjà des associations que nous accompagnons depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Aglaé, de votre côté, quel est le modèle de collaboration, et j'y viendrai ensuite avec vous, Elisabeth, le modèle de collaboration avec la Banque des Territoires? Comment est-ce que vous êtes entrés en contact sur ces sujets pour que finalement vous puissiez bénéficier de fonds d'investissement? Ça a été une collaboration très fructueuse avec la Banque des Territoires qui nous a permis en amont, en fait, avec la Fondation de France, de structurer le véhicule France 2I de telle manière à qu'on puisse attirer d'autres investisseurs. La taille du fonds aujourd'hui de 200 millions d'euros. Et la Banque des Territoires a notamment travaillé sur un mécanisme qui permet de reverser une partie de leur plus-value à des causes d'intérêt gérées par la Fondation de France. Et puis après, comme un investisseur dans le fonds, on a des relations. La Banque des Territoires participe à notre comité d'impact, donc nous challenge sur ces aspects d'impact. Et on espère également co-investir avec eux sur certains projets. Donc une relation très, très fructueuse. J'aurais dû vous poser la question, un exemple concret comme ça qui vous viendrait à l'esprit d'une structure que vous soutenez. Est-ce que vous en avez un? Oui, par exemple, un investissement qu'on a fait récemment, c'est dans une entreprise qui s'appelle Tuco Énergie qui travaille sur la rénovation énergétique des bâtiments en faisant à la fois toute la rénovation énergétique et l'installation de panneaux solaires, donc de production propre, ce qui permet de décentraliser la production d'énergie. L'objet de la levée, là, c'est de notamment financer la digitalisation de l'entreprise qui va permettre de massifier cet impact sur tout le territoire. Et votre modèle de collaboration, Elisabeth, avec la Banque des Territoires, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Alors, donc, le premier, c'est un modèle de collaboration en termes d'investissement, puisque la Banque des Territoires investit dans les fonds de partage à impact qui financent partiellement la Fondation. Je pense que c'est un point sur lequel il faut que j'insiste, puisque de mon point de vue, les fonds de partage sont une partie cruciale de l'investissement impact, parce que lorsqu'un problème sociétal ne peut pas être réglé par des entreprises à but lucratif, parce que des thèmes comme ceux que nous abordons, hein, l'éducation des plus démunis, la grande pauvreté, les maladies rares, eh bien, on ne peut pas trouver de sous-jacent qui génère à la fois de la performance financière et de la performance sociale. Donc, il faut séparer le fait de générer de la performance financière par des actifs financiers et celui de s'occuper d'impact social par finalement des acteurs sociaux qui génèrent cet impact social. Et donc, je trouve que c'est très, très prometteur parce que pour ces causes sociétales, on va pouvoir lier l'argent de la finance à l'impact social pour les plus démunis. Et donc, un des points majeurs peut-être sur lequel aussi je voulais insister, c'est que les fonds qui sont issus
des actifs financiers, puisque l'actif financier crée de la performance financière et une partie de la performance est abandonnée par l'investisseur qui veut avoir de l'impact social. Et ces fonds sont versés à un acteur professionnel qui connaît parfaitement les associations, est capable de les accompagner au quotidien et est capable de massifier leur impact pour potentiellement résoudre totalement le problème sociétal associé. Et ça, c'est typiquement la venture philanthropie. Merci beaucoup, mesdames. On va dernier point, pardon, oui, j'ai oublié parce que je vous en prie, Elisabeth. Nous avons une autre collaboration en cours avec la Banque des Territoires qui est très importante aussi, mais qui est encore à l'état de réflexion, c'est de pouvoir étendre l'impact de l'action de nos 7 associations sur un territoire donné. Et la Banque des Territoires et la Fondation seraient des structurateurs pour donner des objectifs sur un territoire, trouver des cofinancements publics-privés sur ce territoire et mettre en place et déployer l'action des associations pour atteindre ces objectifs. Voilà, merci, pardon. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre les questions. La parole est à vous. Alors, j'ai une première question pour vous, Aglaé. Quels sont les indicateurs d'impact les plus fréquemment utilisés? Alors, on utilise à la fois des indicateurs qui sont spécifiques à chaque entreprise que l'on accompagne, mais également des indicateurs qu'on appelle agrégeables, c'est-à-dire qu'on peut consolider à l'échelle du fonds. Donc typiquement, par exemple, ça peut être sur l'aspect environnemental, les tonnes de CO2 évitées, les tonnes de CO2 compensées, les tonnes de déchets évités. Ça peut être sur le volet social, le nombre d'emplois créés, le nombre de bénéficiaires formés. Et à chaque fois, l'idée d'identifier ces indicateurs, c'est vraiment de suivre leur trajectoire d'amélioration et éventuellement de s'en servir pour aligner donc, la rémunération des différents acteurs. Et on essaye aussi toujours de coupler ces indicateurs quantitatifs avec une étude un peu plus qualitative, notamment à travers des études d'impact sur le plus long terme. J'ai une autre question pour Aglaé. Quelles sont les tendances de fond de l'investissement d'impact en France ? Alors, l'investissement impact, c'est vrai que ça se développe assez rapidement. Ça représente, quand on regarde les volumes, des montants qui restent assez faibles par rapport à l'ensemble des montants des encours sous gestion, mais qui croîtent de façon assez importante. Et moi, je reste persuadée que voilà, c'est souvent considéré aujourd'hui comme un investissement de niche, mais que finalement, cette approche d'investissement qui consiste à intégrer, au-delà de l'analyse traditionnelle de l'investissement qui prenait en compte le rendement financier, le risque d'intégrer cette troisième dimension qui est les aspects environnementaux et sociaux au cœur de la stratégie d'investissement, ça devrait devenir une approche de plus en plus standard. Il reste aujourd'hui beaucoup de challenges et d'enjeux, notamment la capacité à faire émerger des standards sur la mesure de l'impact pour éviter ce qu'on appelle l'impact washing. Il y a le sujet de la taille critique du track record, mais ça se développe à une grande échelle. Une question pour vous, Elisabeth. La pandémie Covid a sans doute eu des impacts sur la Fondation. Avez-vous identifié des impacts positifs et quelles leçons en tirer? Alors, c'est très juste. Malheureusement, la pandémie a généré 500 000 décrocheurs supplémentaires. Donc, il faut savoir qu'il y a 1,2 million de décrocheurs en France, c'est-à-dire des jeunes ni en emploi ni en formation. Et pour les gens qui sont encore à l'école, on parle de parfois 2 millions de jeunes en très grande difficulté scolaire. Et le système génère 100 000 décrocheurs par an. Donc 500 000 d'un coup, c'est 5 ans de génération de décrocheurs et ça fait potentiellement un stock de 1,2 million de jeunes qui seraient au chômage longue durée plus tard et c'est insupportable pour une société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la thématique décrochage scolaire est revenue à l'honneur et la lutte contre l'inégalité des chances redevient un sujet dont s'est même emparé notre président de la République. Je dirais par ailleurs que la place des associations dans cette lutte contre le décrochage s'est avérée finalement critique et qu'elle a été reconnue puisque pendant le Covid, le gouvernement, l'école
et les parents bien sûr, ont demandé aux associations de venir apporter leurs ressources pour garder un lien avec les jeunes qui parfois étaient à risque de décrochage sévère, et parfois seules les associations avaient le numéro de portable ou étaient capables de communiquer avec les jeunes. Donc ça conforte vraiment la vue que l'école, c'est une condition nécessaire et suffisante pour 80% des jeunes. C'est une condition nécessaire pour 20% des jeunes, mais pas suffisante. Et cette ressource supplémentaire qui manque aux jeunes, eh bien, ce sont les associations, les grandes associations éducatives qui l'apportent à cette population avec toute l'agilité, la spécificité dont elle sait faire preuve. Et donc, je pense que la leçon à tirer, c'est de continuer d'accompagner ces associations et de les rendre présentes sur tout le territoire pour tous les jeunes qui en ont besoin. Et c'est possible et on y travaille. On en parlera, on a un atelier sur la EdTech, l'éducation numérique, dans l'après-midi, et on verra en effet le rôle majeur et qui s'est accéléré, qui s'est amplifié avec la crise du Covid, le rôle majeur de ces associations dédiées à l'éducation. Vous avez une autre question, Elisabeth. La Fondation Alpha Omega regarde-t-elle d'autres domaines d'action ou appliquer son modèle? Eh bien non, parce que d'abord, comme nous sommes issus du capital investissement, nous pensons que la spécialisation est un gage de performance. Et puis surtout, je dirais que la complexité et l'étendue du problème éducatif nécessitent un apprentissage et un focus constant pour pouvoir toujours être sûr que nos associations continuent de s'améliorer, d'être au courant de toutes les innovations, de toutes les tendances éducatives et bien sûr de toutes les problématiques business liées au passage à l'échelle, à la digitalisation. Et donc, pour chaque association, c'est un travail à plein temps de l'équipe. Et donc, pour l'instant, nous restons focalisés sur l'éducation. Mais nous espérons que de nombreuses ventures philanthropies vont naître, puisque nous sommes la seule organisation de ce genre en France, et que d'autres ventures philanthropies vont naître sur d'autres thématiques, puisque bien sûr, il y a beaucoup de causes sociales qui ont aujourd'hui besoin de toutes les ressources et de toutes les forces possibles pour être traitées. Aglaé, j'ai une question pour vous. Merci Elisabeth. Une question pour Aglaé. Le déploiement du plan de relance en France apparaît-il comme une situation intéressante? Oui, oui, tout à fait. Le plan de relance... Les 100 milliards. Par sa dimension, les 100 milliards, dont 37 milliards justement sur la transition énergétique, quoi, et l'aspect aussi inclusion sociale, s'inscrit tout à fait dans cette démarche de promouvoir une économie plus durable, plus soutenable sur le long terme. Je crois que la crise actuelle, clairement, a accéléré la prise de conscience de la nécessité de transformer certains modèles. Et c'est vrai que la France, notamment, a un rôle clé à jouer, notamment sur l'émergence de standards sur la mesure de l'impact, sur les normes extra-financières. Donc il y a un vrai momentum et on espère que ce plan de relance à l'échelle française et même plus globalement à l'échelle européenne permettront de soutenir cette croissance plus durable qui est un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui, soutenir cette croissance. Tout à fait. Donc je rappelle aux internautes qui nous suivent que en cas, vous êtes une entreprise, une association à impact, vous pouvez donc vous diriger vers Raise Impact. C'était donc Aglaé qui était avec nous cet après-midi. Vous soutenez l'éducation, une association qui soutient l'éducation et qui œuvre en faveur d'un raccrochage scolaire. Eh bien, nous avions avec nous la présidente d'Alpha Omega et nous vous remercions toutes les deux d'avoir passé un petit moment avec nous. Nous allons maintenant, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous garde quelques minutes, vous les spectateurs à distance, car je vais vous offrir un petit moment artistique, une petite respiration artistique avec la compagnie Big Girl, soutenue par le programme mécénat de la Caisse des dépôts. Et à tout à l'heure.